on reprend l'outillage conceptuel issu de notre univers, issu par exemple de l'inclusion des personnes aborigènes, et qu'on essaye de le plaquer sur le schéma, que sais-je, des personnes autistes ou de l'exclusion des personnes autistes, via la problématique de ce qu'on proposera aux personnes les plus exclues. Et le pari que l'inclusion va se faire magiquement par une sorte de militantisme, on va dire cognitif, c'est-à-dire changer les états d'esprit des gens, voyez, va se faire par des méthodes qui ont fait leurs preuves, par exemple dans le domaine des minorités sexuelles. À mon avis, c'est un grand pari. Et il n'est pas certain que ce pari puisse se réaliser de façon, on va dire, réaliste dans un proche avenir. Et cela renforce un certain nombre de tensions au sein, on va dire, du petit monde de l'autisme, entre les familles, entre les personnes, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne profitent pas de ce qui est mis en place et au contraire se sentent de plus en plus exclus. Donc c'est une thématique grave, à mon avis, de ne pas refaire un schéma d'exclusion dans les milieux destinés à l'inclusion, quoi. Et donc, à présent, nous allons, si vous voulez bien, essayer quelques réflexions autour de l'école. Là encore, quelques réflexions qui vont essayer d'être plus générales que à dire que nos luttes concrètes du quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un souvenir un peu larmoyant d'une école à l'ancienne, ce qu'on oublie parfois dans ces souvenirs, c'est de dire que premièrement, il y avait une très forte exclusion d'enfants différents, qui n'était pas absolue. Il ne faut pas dire que, par exemple, tous les enfants autistes étaient exclus. Ce n'est pas vrai. Il y avait un certain nombre d'enfants qui réussissaient à rejoindre le wagon, quoi, ou le train, quoi. Donc, qui faisaient des études un peu comme n'importe qui, quoi, et qui aujourd'hui auraient été diagnostiqués autistes, mais à l'époque ne l'étaient pas. Et singulièrement, par exemple, en France, quand on discute avec des adultes, de voir à quel point on a été, faut-il dire traumatisé, peut-être certains diront que c'est un terme excessif, mais marqué par les années scolaires, quoi. Et alors, marqué au titre, on va dire, de souvenirs un peu douloureux qui reviennent à la mémoire, mais marqué dans notre compréhension du monde. Je vous donne un exemple. Cette idée que l'on a, qui est très profondément gravée dans les esprits, qu'il y aurait une hiérarchie fixe entre les humains. Et ce besoin toujours de savoir si je suis meilleur ou pire dans l'absolu que mon voisin, quoi. Est-ce que ce n'est pas en grande partie issu, on va dire, de ces souvenirs problématiques d'époque scolaire, quoi. Vous voyez, c'est une vaste question. Et donc, ces représentations du monde, d'ordinaire, ce sont juste des petites causeries, quoi. Mais dès lors qu'il est question de handicap, de différence parfois radicale par rapport à l'autre, ces questions acquièrent un relief tout à fait majeur. Et on pourrait presque, pardonnez, je dis de façon provocatrice, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais on pourrait presque se demander, est-ce qu'on peut construire une société inclusive, culturellement inclusive, avec des individus qui ont connu le système scolaire, quoi. Vous voyez, c'est une vraie question. Lorsque, j'allais dire, on parle des premières classes, oui, il y a davantage d'élèves en situation de handicap qu'il y a quelques années. Mais dès lors qu'on monte dans les années, eh bien, on en verra de moins en moins, quoi. Voyez? Et à ce jour,
on n'a pas réellement réussi à surmonter ce point-là. Hein. Et dans le petit monde de l'autisme, on le voit de façon très caractérisée. Vous connaissez les unités d'enseignement maternel, par exemple, hein, qui avaient été mises en place par mon ancienne patronne, pour qui j'avais beaucoup d'estime, la ministre Madame Neuville. Mais j'allais dire, c'est une chose des plus respectables, mais on parle des petits. Ah, bien sûr, les choses commencent quand on est petit, mais elles ne font que commencer quand on est petit. Hein. Et qu'est-ce qu'on proposera au niveau collège? On a essayé à bricoler des choses au niveau collège, mais au niveau lycée, bonne chance, quoi. Voyez. Donc, c'est peut-être cette idée que pour monter dans la gamme de la respectabilité sociale, il faut avoir une espèce de conformité sociale. Et dans le cas de l'autisme, je crois qu'on est tout particulièrement en difficulté à ce niveau-là, quoi. Une sorte d'élément de réflexion personnelle. À mon avis, en matière d'éducation, on a un grave souci par rapport, on va dire, à des fantasmes de hiérarchie, quoi. Voyez. On a de graves soucis par rapport à la croyance que c'est la circulaire administrative qui va en quelque sorte faire advenir le paradis, quoi. Hein. On a également un grave problème par rapport à l'idée que l'enseignement ou l'apprentissage, c'est pour les petits ou pour les jeunes, une sorte de sanction qu'on inflige aux ados, quoi. Hein. Passe ton bac d'abord, quoi. Hein. Puis ensuite, tu seras vraiment humain, quoi. Hein. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Hein. Tout ça, ce sont, je dirais, de graves erreurs. Hein. Et ce n'est que si on arrive à surmonter ces blocages, qu'on pourra essayer de comprendre le terme d'éducation dans son sens premier, quoi, hein, au sens où une personne, je dirais, qui est dans un lieu, un enclos, et guider vers, hein, voyez, ex ducere, hein, conduire hors de, quoi, hein, conduire vers, je dirais, le vaste monde, celui de la liberté, quoi, hein, voyez, hein, et ça se passe sur des années, mais il faut un lien humain, quoi, hein. Et à ce niveau-là, la question des personnes handicapées n'est pas distincte de la personne, de la question des personnes en général, hein. J'en suis convaincu. Et c'est peut-être à ce titre-là que rendre l'école accueillante pour tous les élèves, par exemple élèves en situation de handicap, ça servira d'abord et avant tout aux élèves qui ne sont pas handicapés, à mon avis. Bon, je m'arrête là. Cet après-midi, donc, comme thématique qui nous est proposée dans l'immédiat, c'est la question de l'emploi. Hein. J'allais tout simplement vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'au travail, la place des personnes handicapées au travail sera déterminée aussi par des questions, on va dire, de morale ou d'éthique. Hein. Et dès lors, on n'enverra pas les personnes handicapées travailler. Voyez. Et cet état d'esprit a été très présent. Peut-être un peu moins ces dernières années, mais je me souviens quand j'étais jeune militant, il y avait eu des confrontations. Hein. À l'époque, j'assistais à certaines des réunions et donc, par exemple, un éminent personnage aujourd'hui décédé, hein, l'ancien patron de Sésame Autisme, de paix à son âme, quoi, hein, et moi-même, nous avions eu une sorte de petite confrontation lorsque donc il avait répliqué, lorsque j'avais essayé de dire de façon très timide, il faut le dire, que les personnes autistes pourraient, par exemple, travailler. La réplique avait été que vous ne vous rendez pas compte de la souffrance que cause le réveil qui sonne le matin, quoi, vous voyez. Peut-être qu'on pourrait totalement repenser ce point de vue.
Hein. Parce que tout d'abord, il faut se rendre compte que les personnes handicapées ne sont pas nécessairement plus tristes ou plus malheureuses que les gens valides. Et c'est même souvent l'inverse. Je sais que ça choque parfois, quoi. Ça choque parfois d'entendre ça, mais j'ai été très frappé de constater à quel point des personnes dites valides qui en principe plus ou moins avaient tout, étaient dans des situations de détresse personnelle très graves, alors que des personnes ayant des handicaps marqués avaient un certain équilibre psychologique ou personnel, quoi, hein, sur l'emploi des autistes. Hein. Pour le moment, je fais simplement un descriptif, hein, vous voyez. C'est que les personnes autistes non seulement exercent souvent des jobs non standards, hein, c'est ce qu'on vient de dire, mais les ont obtenus par des biais non standards. Et ça se comprend. Parce que si vous suivez la façon habituelle de décrocher un emploi, eh bien, si vous êtes autiste, vous avez fort peu de chances de réussir par cette voie-là. À chaque fois que j'ai eu du boulot, c'était par une procédure de ce type. C'est-à-dire, suite à une rencontre au hasard d'un couloir entre je ne sais quelle personne éminente et moi-même, et que cette personne dise, ben, je te garde, quoi. Vous voyez? L'ennui, c'est que ces rencontres-là, en général, ne se font pas. Les personnes autistes restent souvent loin des yeux, loin du cœur des décideurs, hein, et donc avec les conséquences que l'on sait, hein, en termes de non-emploi. Monsieur Dufresne a développé le concept de thérapie par le travail. Euh, Évidemment, quoi, c'est un peu taquin. Hein. Bon, il aime parfois taquiner les gens, hein, lorsque, par exemple, en conférence publique, dit il faut exploiter les autistes, etc. Bon, c'est un peu taquin, bien sûr, hein, mais ce qu'on peut retenir de cette notion de thérapie par le travail, hein, c'est que, à mon avis, dans la société occidentale qui est la nôtre, vous ne pouvez pas, ou sauf peut-être dans des cas totalement rares, hein, vous ne pouvez pas atteindre de fonctionnement équilibré si, j'allais dire, vous êtes totalement à l'écart du monde du travail. En fait, le travail, aujourd'hui, n'est même pas une question d'avoir des sous à la fin du mois, quoi. Voyez. C'est, je pense, et en particulier pour des personnes handicapées, une nécessité pour avoir un fonctionnement, on va dire, humain correct. Hein. Euh, Tout d'abord, peut-être on peut avoir une réflexion sur, de façon générale, sur la prise en compte des besoins des gens. Donc, nous vivons dans un schéma qui est démocratique, ou du moins essaye de l'être. Hein. Alors, évidemment, aucune démocratie n'est parfaite. Mais pardon, dans le cas du handicap ou de l'autisme, cette question acquiert un relief très particulier. Parce que nous sommes habitués à avoir comme représentation que plus une voix se fait entendre, hein, plus il y a par exemple de personnes qui ont une certaine récrimination, une certaine demande, plus elles seront entendues. C'est du moins, on va dire, une sorte de schéma de base, hein, de la démocratie. Mais dans le cas du handicap, les personnes ne sont pas, on va dire, identiques l'une à l'autre. Comment est-ce qu'on va prendre en considération les personnes qui sont à la fois les moins visibles, les moins audibles, qui ont le moins, on va dire, de compétences sociales pour se faire entendre et se faire remarquer, et qui, justement, dans la même
simultanément, ont également les plus gros besoins en termes de compensation, par exemple, du handicap. Que dire d'autre sinon merci, hein, par rapport à toutes les personnes qui font des belles choses.